Bon, on va commencer. On attend un autre des intervenants, mais pour l'instant, il est sur le chemin et en fait, il est du côté de la gare Saint-Jean, mais il va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais je crois que vous... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, si, mais les minutes peuvent être nombreuses. Il en faut 60 pour faire 1 heure. Mais, voilà. Mais je crois que s'il vaut mieux qu'on commence, y compris par respect pour vous. Anne-Sophie, tout à l'heure, présentera les intervenants, qui sont des gens on peut le dire, monsieur Allais, de très grande qualité. Voilà. Et qui sont vraiment des spécialistes de l'arbre. Et vraiment, ils vont nous apporter certainement beaucoup de choses. Donc, je dois aussi les remercier. Moi, je vais me contenter de dire quelques mots, peut-être autour de 4 questions. Il y a 18 mois, j'ai souhaité, en tant que président de la métropole, de lancer ce projet de planter 1 million d'arbres. Il y a d'autres collectivités qui plantent aussi des arbres, mais là, 1 million d'arbres sur 10 ans, ça a un peu défrayé la chronique, et suscitant un peu d'enthousiasme parfois, et souvent aussi quelques interrogations. Et je comprends les interrogations. L'enthousiasme aussi, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que d'abord, la première question est, quelle idée, quoi? Pourquoi parler d'arbre? Quelle idée, tout d'un coup, de mettre l'arbre, et lui consacrer même une semaine, cette semaine qui commence aujourd'hui, plutôt que de végétation, plutôt que d'eau, plutôt que d'air, plutôt de qualité d'eau et de qualité d'air, pourquoi l'arbre? Monsieur Allais, vous nous allez sans doute tout à l'heure aussi nous l'expliquer. L'arbre, c'est plus qu'un arbre. Et l'arbre, c'est sans doute l'avenir de notre planète. Et si c'est l'avenir de notre planète, c'est certainement aussi l'avenir de notre humanité. Pourquoi? Parce que l'arbre a de multiples vertus. La première des vertus de l'arbre, c'est certainement d'être un puits de carbone. Là où il y a l'arbre, il y a moins de carbone, et même il y a un recyclage de carbone. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés à l'échelle du monde que de voir la déforestation et les conséquences qu'entraîne la déforestation. Donc ça, c'est la première des qualités. La deuxième, c'est évidemment de créer des puits, des îlots de fraîcheur. Et nous le savons tous, je le répète souvent, la température ici, et sans doute dans toute la France, dans quelques années, enfin, du côté de 2050, sera l'équivalente de celle de Séville. Donc nous aurons, quel que soit le combat que nous menons contre le défi climatique, nous savons que nous devrons affronter ces températures qui nous paraîtront extrêmes, avec beaucoup de conséquences sur notre vie, sur les paysages, sur les animaux. Donc, comment faire pour rafraîchir ce que le climat va nous imposer? Évidemment, l'arbre, c'est, nous le savons, un îlot de fraîcheur qui diminue de plusieurs degrés la température. Et ça, c'est très important, à condition qu'on ne plante pas uniquement en dehors de la rocade. La facilité, c'est de planter évidemment loin des centres-villes. Et ce que je souhaite avec les maires de Bordeaux Métropole, c'est de planter aussi à l'intérieur de la rocade, donc évidemment également dans les centres-villes, et ici à Mérignac, non loin, en plein centre-ville de Mérignac, à côté de l'église, on va par exemple aménager très prochainement, dans 2 ans, et à l'échelle publique, 2 ans c'est pas grand-chose, on va aménager une mini-forêt urbaine, et on va le faire partout, à Bordeaux évidemment. Il y a également des expérimentations de forêt urbaine. Donc ça, c'est la deuxième qualité. La troisième qualité, c'est comment on arrive à maintenir et à développer la biodiversité. Il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas qu'une comme souvent. Il y a une solution qui finalement est assez naturelle, dans tous les sens du mot, c'est l'arbre. L'arbre, c'est un porteur de biodiversité, d'insectes, d'oiseaux, et ça, c'est un élément majeur. Et puis peut-être que la quatrième, c'est un goût personnel, mais qui, je crois, ce soir va être très partagé. Un arbre, c'est beau. Un arbre, ça donne envie d'être aimé. Un arbre, ça donne envie d'aimer.
Et donc l'arbre, c'est aussi quelque chose qui modifie profondément le paysage urbain. Là, on voit beaucoup de béton, de ciment, de bitume. Tout d'un coup, on a un jaillissement de nature avec l'arbre. Donc ça aussi, c'est très important. Puis, vous nous direz peut-être, il y a sans doute d'autres qualités également que l'arbre peut nous apporter. Ça, c'était la première question. La deuxième question, je serai beaucoup plus bref ensuite, c'est mais pourquoi aller chercher 1 million? Pourquoi 1 million d'arbres? Et il vaut mieux la qualité que la quantité. Enfin, bon. Tout ça, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance comme discussion. Moi, je crois en quelque chose, c'est se donner des obligations. Je pense qu'on fonctionne dans la vie que si on s'oblige à quelque chose. Et dire que dans 10 ans, et donc ça veut dire, dans 10 ans, on va planter 100 000 arbres par an, c'est une obligation. Et moi, je le vois depuis maintenant 1 an à la métropole, et on a déjà planté moins de 100 000 arbres la dernière année, on n'en était pas loin. Après, il faut qu'on se méfie aussi des objectifs quantitatifs, c'est pas mon rêve, et donc il faut qu'on se méfie aussi de la qualité de la plantation d'arbres, des arbres à planter d'abord. Voilà, tous les arbres ne se ressemblent pas, et que les arbres puissent continuer à se développer. Parfois, on va trop vite. On a planté quelques milliers d'arbres sur le long de l'avenue François Mitterrand. Beaucoup sont morts. Mais ça fait partie aussi de la vie de la nature que de vivre et de mourir. Et simplement, il faut faire très attention pour que les arbres que nous plantions puissent se développer. Là, c'est un travail à faire, aussi d'ailleurs avec les services de la métropole que je voudrais saluer, avec les jardiniers de la métropole, pour qu'on arrive à faire la meilleure plantation possible. Donc voilà, 1 million d'arbres, c'est pour simplement se donner un coup de pied dans les fesses, pour que ça avance, pour que ça marche, pour que tous les ans on sache où on en est, et pas attendre, et ensuite après, finalement, on n'a pas rempli les objectifs qu'on s'était donnés. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, et là, je la comprends également, c'est, bon, vous plantez des arbres, mais occupez-vous d'abord des arbres qui existent. Ça, c'est souvent une réflexion que nous entendons. Mais on s'en occupe. Il y a beaucoup de communes ici dans la métropole qui recensent des arbres dits remarquables, avec des méthodes, ça nécessite un gros travail, qui recensent des arbres remarquables et qui vont mettre à l'abri ces arbres remarquables qui ne sont pas dans des espaces boisés à conserver. Si l'arbre est dans un espace boisé à conserver, à ne baisser, il risque rien en principe, il est protégé. Et là, donc, on va mettre ces arbres remarquables dans la réforme, la révision du plan local de l'urbanisme pour justement les protéger. Et ce travail-là, il est fait avec les habitants. C'est-à-dire que, je vois à Mérignac qui m'en a fait, on demande aux habitants de prendre des photos de tous les arbres qu'ils considèrent comme remarqués. Et puis ensuite, après, on a une commission avec quelques sachants qui vont faire le tri entre l'arbre remarqué et l'arbre remarquable. Et on va en tout cas classer ici quelques centaines d'arbres comme remarquables. Et donc, ça permet aussi de préserver ça. Le dernier élément, et j'en aurai fini, c'est comment on fait tout ça. On ne peut pas le faire d'une façon bureaucratique. On ne peut pas le faire d'une façon technocratique. On ne peut pas le faire du haut vers le bas. Et donc, la question, et ça, c'est peut-être le cheminement le plus difficile, c'est de créer un mouvement, de faire en sorte qu'il y ait une adhésion, et de faire en sorte que ce ne soit pas le projet d'une collectivité, mais que ce soit le projet de toute une population. Ça, c'est pas simple, c'est pas facile à faire. Mais on va tenter, d'abord avec l'aide des communes. La plupart des communes aujourd'hui ont des projets de plantation très, très importants. Et puis ensuite, après, on va le faire avec des partenariats. Et on a beaucoup de partenaires et des mécènes pour nous aider. On a, par exemple, des surfaces commerciales qui disent, nous, on y va, on va planter autour de notre centre commercial, on va planter des arbres. On a une autre entreprise qui va nous dire, nous aussi, finalement, à l'entrée des salariés, on va planter des arbres. Sur les parkings, on va planter des arbres. Il y a beaucoup de travail. Quand je vois l'aéroport de Mérignac, et je dis, à chaque fois que je vois le directeur, je lui dis, c'est un endroit sans arbres. L'arbre n'existe pas. Et donc là, il y a un très gros effort à faire. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de force, beaucoup de détermination à faire ça. Et puis ensuite, après, il faut qu'on aille plus loin. Aller plus loin, c'est par exemple, dans le cours de cette semaine, on va distribuer, notamment sur les marchés, chaque commune trouve la solution qui est la meilleure pour elle, on va distribuer des plants. On va vous distribuer des plants. Et vous pourrez vous planter votre futur arbre là où vous le souhaitez.
Et ça peut permettre d'associer toute une population. Et la quatrième façon, on a tous des budgets participatifs maintenant dans les communes. Eh bien, moi, j'ai souhaité qu'au niveau de la métropole, on a un budget participatif uniquement consacré aux arbres. Donc, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt. Les gens, je l'espère, vont répondre nombreux. Ils vont nous proposer des sujets qui seront liés à l'arbre, à sa plantation, à sa culture, à son entretien. Et puis, évidemment, ensuite après, une somme de 500 000 € qui a été décidée vendredi dernier, eh bien, on pourra financer ces projets portés par les habitants. Voilà. Mais en fin de compte, le plus important, c'est vous. Voilà. Si vous ne vous y mettez pas, on va rater le truc. Enfin, c'est sûr, on va être à côté. Mais voilà, on est tous des passionnés. Je suis sûr que pour que vous veniez ce soir, vous êtes des passionnés de l'arbre. Et donc, il faut aussi qu'on passe de la passion à l'action. Et la soirée de ce soir est évidemment très importante parce que nous allons avoir des interlocuteurs qui vont pouvoir nous expliquer toute l'importance de, je ne sais pas si vous voyez mon combat, en tout cas de ce cheminement. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là en votre compagnie ce soir. Je m'appelle Anne-Sophie Novelle. Je suis donc la modératrice du débat. Ernst va pas tarder, donc je pense qu'il est en route et qu'il va bientôt nous rejoindre. Et donc, ce soir, j'ai donc accompagné deux invités qui, permettez-moi l'expression, n'ont pas la langue dans la poche ni la langue de bois quand il s'agit de parler des arbres et de la forêt, parce qu'ils ont dédié leur vie à ceux que l'on qualifie parfois d'humains du règne végétal. Alors, bonsoir Francis, c'est un honneur pour moi, on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Et je vais prendre le temps de vous présenter, puis quand même ça arrivera, je vous présenterai à son tour. Mais voilà, vous êtes botaniste, biologiste, spécialiste des forêts tropicales, fervent défenseur des forêts primaires et auteur aussi de nombreux ouvrages. De fait, dernièrement, vous avez publié le magnifique Radeau des Cimes, qui retrace toute cette aventure avec cet appareil que vous avez élaboré avec vos équipes pour monter en haut de la canopée voilà, des forêts tropicales. Vous avez aussi publié récemment un manifeste pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest. On pourra en reparler parce que c'est un projet qui vous tient énormément à cœur et que vous défendez depuis février 2019, si je ne me trompe pas. Et auparavant, vous avez aussi publié plusieurs plaidoyers pour l'arbre. Le premier était en 2005, vous l'avez actualisé en 2011 et du coup, ça pourra aussi fortement vous intéresser parce que vous abordez justement le rôle des municipalités dans la plantation d'arbres. Bon, Ernst qui va nous rejoindre, je vais quand même le présenter maintenant, comme ça après quand il nous rejoindra, on pourra entrer dans le vif du sujet. Ernst, si vous ne le connaissez pas, Ernst Zürcher, donc il vient de Suisse. Il est ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, spécialiste des sciences du bois. Il est passionné par le lien surtout entre l'univers végétal et le cosmos. Il a signé un ouvrage sur les arbres entre visibles et invisibles. Et plus récemment, dans la collection Je passe à l'acte chez Actes Sud, un petit manuel qui permet d'apprendre à planter un arbre. Donc il pourra aussi nous en parler. Vous vous connaissez bien tous les deux avec Ernst, vous avez les mêmes terrains de prédilection, pas forcément les mêmes champs d'exploration. Et donc ce soir, en principe, on a une bonne quarantaine de minutes pour converser ensemble. Et voilà, il est là. Bienvenue Ernst. Bonsoir. Bonsoir, ben voilà, quand on parle du loup. Vous avez fait bon voyage? Tout va bien? Oui, donc j'en ai été une quarantaine de minutes pour échanger ensemble. Après, je vous donnerai la parole. Comme ça, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Ernst et Francis. Et on aura en suivant un concert d'arbre à son proposé par José Lepiès et Patricia Châtelain, qui sont bordelais et qui ont créé ces arbres à son il y a déjà 25 ans et qui connaissent Francis Allais, je crois, depuis une vingtaine d'années. Donc c'est aussi une date anniversaire pour eux et vous verrez, c'est assez fascinant. Alors pour commencer sans plus tarder, j'aimerais débuter par une petite question, une petite entrée en matière à tous les deux. Vous avez consacré donc votre vie aux arbres, mais d'où vient cette passion des arbres? Peut-être.
Merci. Excusez-moi pour le temps limite avec lequel j'arrive. C'est devenu très compliqué, avec les retards en plus qui panachent de tout. Alors les arbres, c'est quelque part aussi le fait de grandir, d'avoir un arbre devant la maison, et aussi un milieu familial qui nous encourage à prendre nos libertés. Une maman qui vient nous chercher, qui nous montre l'étoile du matin, ou l'étoile du soir plutôt, ou bien l'odeur des tulipes, et les parents qui n'ont jamais rien à redire lorsqu'on rentre en retard d'avoir trop joué en forêt. C'est peut-être ça qui est le plus bon début d'amitié avec les arbres. C'est ce qui a semé en vous cette passion. Francis, de votre côté? Eh bien, écoutez, moi, ce qui m'intéresse chez les arbres, depuis le début, c'est l'extraordinaire contraste entre le peu qu'il leur faut et leur réalisation absolument fantastique. Ils sont extrêmement modestes dans leurs besoins. De la lumière solaire, c'est pas très compliqué. De l'eau, il y en a dans le sol. Du gaz carbonique, ça, comme vous savez, on en a dans l'air et on n'en manque pas. À part ça, il faut de la chlorophylle. Bon, ça, c'est leur spécialité, c'est pour ça qu'ils nous paraissent verts. Donc, des choses très faciles à se procurer. Remarquez que déjà, ça indique pourquoi ils se déplacent pas, parce que pour trouver ces choses-là, c'est pas la peine d'aller faire des kilomètres, ce sera exactement pareil. Bon, maintenant, regardez leur réalisation. Les plus grands êtres vivants. Vous savez qu'un séquoia, c'est 40 baleines, tout de même. Les plus grands êtres vivants, ceux qui vivent le plus vieux et ceux qui occupent le paysage. On a affaire à une espèce d'armée, de nations entières de ces arbres, tout ça avec simplement de l'eau et du gaz carbonique. Moi, je trouve ça merveilleux. On va noter à ça un petit détail. Ils ont peut-être des excréments, mais ça ne nous gêne pas. Alors, justement, parlant d'excréments, on sait bien que les arbres fendent le monde. C'est une pièce maîtresse de notre écosystème. En quoi sont-ils si importants? J'aimerais qu'on revienne un peu sur ces fondamentaux de la relation aussi des hommes avec les arbres, parce que je pense qu'on l'a un peu oublié avec le temps, et donc je voulais aussi que l'on parle de cette relation-là. Francis? En tout cas, il y a des gens qui les oublient pas, c'est la filière bois. Voilà. Ça, c'est clair. Non, ils sont pas oubliés. C'est triste à dire, mais beaucoup de nos contemporains les considèrent comme de la matière première. C'est tout. C'est une histoire qui remonte à Aristote. Ce ne sont pas vraiment responsables. Ça fait 25 siècles. Mais Aristote a dit que les plantes, ça bouge pas, ça marche pas, ça parle pas. Donc c'est une forme de vie intérieure, inférieure, mais si par contre, en les exploitant, on peut se faire de l'argent, aucun problème. Eh bien, les enseignements d'Aristote, je peux vous garantir qu'ils ont été largement suivis. Voilà, ça me gêne. Voilà. C'est cette espèce de monde. Vous savez, c'est aussi vivant que vous et moi. Et simplement parce qu'ils rouspètent pas et qu'ils peuvent pas se cacher ou s'enfuir, on les maltraite. C'est pas possible, ça. Enfin, moi, ça me choque profondément. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, on les a pas toujours exploités de cette manière. Et donc, Ernst, vous en parlez bien dans votre ouvrage sur les arbres entre visibles et invisibles. Historiquement, depuis la nuit des temps, les hommes ont cultivé d'autres types de relations avec les arbres. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'est justement paumé de cette manière? Oui, juste pour faire le lien avec cette attitude ravageuse face aux arbres, c'est que les arbres offrent même le bois avec lequel on fait la hache qui va les abattre. Et l'ombre pour le bûcheron. Mais une fois qu'il est abattu, le bûcheron est au soleil. Non, pour revenir au rapport de l'homme à l'arbre, on ramène tout à nous-mêmes. On se demande, est-ce que les arbres sont importants pour nous? Oui, non, plus ou moins. On devrait vraiment se poser la question fondamentale, la grande question, pourquoi les arbres sont-ils là?
nous, on est là sur Terre, la Terre est là avec ses arbres, et de poser la question, mais pourquoi les arbres sont importants pour la Terre? Et là, ça devient une question avec une réponse impressionnante, c'est que la Terre met des arbres partout où c'est possible. Là où il n'y a pas de ravage naturel, où il n'y a pas vraiment la roche à nu. Parfois, c'est des systèmes de steppe ou de savane, là où il y a vraiment trop peu de précipitations, trop peu de sol. Mais dès que c'est possible, les arbres sont mis en place, et c'est surtout des forêts qui sont mises en place. Et pour la Terre, après, on arrivera à la réponse, pourquoi les arbres sont-ils importants? Mais quel est le lien entre les arbres et l'homme? Quel est le lien entre les arbres et la Terre? C'est que la Terre s'entoure d'arbres comme organe de protection. Et c'est un organe extrêmement puissant, puisque l'Amazonie, par exemple, le bassin de l'Amazone, on a fait les calculs, on se rend compte que les arbres font de l'évapotranspiration, transformant l'impact solaire qui est maximal au niveau de l'équateur en biomasse, en biodiversité animale, biodiversité végétale, en flux hydrique qui crée des nuages et provoque des précipitations. Il y a une demi-douzaine de cycles évapotranspiration, précipitation de l'Atlantique jusqu'aux Andes. Et c'est ces rivières volantes qui montent vers le nord et vers le sud. Et chaque jour, la forêt crée ces nuages avec une évapotranspiration qui est égale à l'Amazone visible qui débouche dans l'Atlantique. C'est à peu près le calcul qu'on vient de faire. C'est le cœur climatique de la Terre. La Terre s'entoure de forêts. Autrefois, on croyait que les tropiques sont humides et chauds. Donc là-bas, les arbres poussent bien. On croyait que les arbres poussaient bien sous les tropiques parce qu'il y fait chaud et humide. Et aujourd'hui, on comprend que c'est exactement le contraire. Il va même faire un peu plus chaud, mais s'il fait humide sous les tropiques, c'est parce qu'il y a des arbres. Une fois que vous avez entendu cette phrase, vous êtes, on est secoué. Parce qu'est-ce qu'on est en train de faire en Amazonie, en Afrique, on commence aussi. On l'a déjà fait en Asie du Sud-Est. Et c'est surtout sur les grands continents avec des grandes distances de l'océan. C'est vraiment le cœur climatique de la Terre. Et si là, on entame ce lien le plus essentiel entre la Terre et ses arbres qu'elle se met comme organe de protection, c'est une désertification galopante. Et on sait à quoi ça peut ressembler. On connaît le Sahara, on connaît le Kalahari, l'Atacama, etc. Et c'est à ça que l'Amazonie risque de ressembler. Si on continue à ne pas comprendre l'importance des arbres pour la Terre. Et je crois qu'avec ça, on a déjà répondu à la question quelle est l'importance des arbres pour l'homme. Donc une fois qu'on a compris, on sait qu'il faut les mettre dans les villes, il faut les remettre dans nos systèmes, dans nos déserts agricoles, qui sont déjà des déserts, qui étaient autrefois des forêts. Il faut redonner une part suffisante de forêt. En étant modeste, on parle de 10%. Peut-être que ça suffira, peut-être qu'il en faut plus. De remise de systèmes naturels, ligneux, dans les systèmes agricoles. Un maillage, un nouveau bocage, le bocage du futur. Mais suffisamment puissant pour que ça marche. Et là, on aura gagné le lien entre l'homme et la terre. Sinon, ça sera très difficile. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on parle de ces ravages, de cette façon dont on déforeste, on continue à déforester, alors qu'en fait, nos connaissances scientifiques sur l'arbre ont quand même changé depuis les années 50. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu cet été, Francis, mais voilà, il me semble que ça a évolué, on en parle différemment, de manière peut-être un peu moins zoocentrée qu'auparavant. Mais qu'est-ce qui a changé en fait aujourd'hui, voilà, il y a une sensibilité plus grande, on se dit qu'on va replanter. Dans quel paradoxe nous trouvons-nous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette historique également? Et j'ai remarqué comme vous, Anne-Sophie, cet intérêt puissant que le public maintenant a pour les arbres, pas seulement en France. Hein. Je crois que c'est mondial. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'écologie de notre planète se dégrade. Et donc, on a tendance à se raccrocher à ce qui est vraiment solide et qu'on a sous la main. Ça nous amène aux arbres directement. Je crois que c'est un bon réflexe. Une réunion comme celle-ci, consacrée aux arbres, je n'imaginais pas ça il y a 30 ans. Personne ne serait venu.
Et non, mais c'est vrai. Et si vous suivez ce qui se passe dans les librairies, maintenant, c'est une avalanche de livres sur les arbres et les forêts. Ça n'arrête pas. Alors moi, ça me convient tout à fait. Et je me dis que jamais la connaissance des arbres n'a avancé aussi vite que maintenant. C'est historique, ça. Alors, qu'est-ce que la recherche nous a récemment appris, voilà, tout au long de votre carrière? Qu'est-ce qu'on a compris, en fait, depuis toutes ces années? Et du coup, qu'est-ce que ça change dans notre perception de l'arbre? C'est toi. Non, je peux commencer. On pourrait pas vivre sans les arbres, parce que c'est eux qui nous fournissent l'oxygène dont nous avons besoin. Il n'y a pas d'autre source d'oxygène que les plantes. Et dans les plantes, c'est évidemment les arbres. Ah, je vais vous dire un truc qui m'a beaucoup amusé. Pendant le confinement, j'ai écrit une pièce de théâtre. Elle n'est pas finie, mais elle est en cours. Et il n'y a pas d'acteur. Ce sont les arbres qui parlent. Et ils discutent entre eux et ils s'aperçoivent que tous ont à se plaindre de l'être humain. Il y a ceux qui sont brûlés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont taillés, ceux qui sont mis en esclavage sous forme d'arbres fruitiers, etc. Bon. Ils décident de se venger. Pas très commode pour des arbres de se venger des êtres humains. Ils sont fixes, pas du tout habitués aux bagarres, et ils ont affaire à quelqu'un de très mobile, de très astucieux et de lourdement armé. Eh ben, ils ont trouvé une solution. Ils vont faire la grève de l'oxygène. 15 jours pour commencer, et si ça suffit pas pour convaincre les récalcitrants, on montera à 1 mois. Voilà. Vous avez raison, Francis. Je crois que la fiction parfois est nécessaire pour faire passer certains messages. Et j'en profite pour vous dire que je l'ai pas dit en introduction, mais il y a un film récemment qui est sorti au cinéma de Luc Maresco qui vous met à l'honneur, vous et votre travail. Si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle Poumon vert et tapis rouge. Et Luc Maresco a longtemps travaillé avec Francis et s'est dit mais c'est pas possible, faut que son travail soit connu beaucoup plus largement. Et il s'est mis en tête de faire un film de fiction inspiré par votre carrière. Et donc le film raconte comment il essaye de faire une fiction. Donc c'est un peu une mise en abîme très rigolote, mais qui met aussi bien en avant l'importance de ce combat. Ernst, vous, qu'est-ce que la recherche vous a récemment appris? Qu'est-ce que vous en retirez en fait de toutes les découvertes que l'on continue à faire sur l'arbre et qui montrent à quel point ça reste des êtres fascinants? Oui, par exemple, je vais citer une recherche, ensuite ma contribution que je pense originale. Une recherche intéressante vient d'avoir lieu en Chine, ensemble avec une quinzaine d'universités européennes. Et là-bas, ils ont commencé à se poser des questions sur les reboisements. Ils se sont dit, est-ce que c'est bien de toujours reboiser en monoculture? Donc, ils ont reboisé avec 16 variantes. Une essence, 2 essences, jusqu'à 16 essences mélangées. Et ils ont observé ce que ça donne. Et la surprise était magnifique. Les vrais forestiers s'y attendaient un peu, mais c'est les 16 mélangés qui ont vraiment explosé en croissance. Ils ont donné plus du double de séquestration de carbone, c'est donc le travail de la photosynthèse. Ça montre simplement que lorsque les essences sont mélangées, il y a des chimies complémentaires, il y a des systèmes racinaires qui s'entraident, etc., des champignons. Donc là, vraiment, c'est la démonstration scientifique claire, une fois pour toutes, dans une situation actuelle, que ça fonctionne mieux en mélange. Ensuite, certaines essences ont redisparu de ces parcelles à 16, parce qu'il n'y a pas n'importe quoi qui va avec n'importe quoi dans les systèmes forestiers. Il y a des profils forestiers, des associations forestières. Là, c'est intéressant. C'est des amitiés entre des espèces, et puis des espèces qui se tolèrent moins. Tout ça, on en prend compte, on le découvre, et certains forestiers le savent déjà, la timidité des arbres, par exemple. Ça, c'est une chose passionnante, parce que ça, une fois qu'on sait ça, on va y aller autrement. Dans ces immenses reboisements, il y a 350 millions d'hectares que le Challenge de Bonn, l'initiative de Bonn, en lien avec la COP 21, a devant elle. Un autre aspect, en plus de cette connexion horizontale des arbres, la communication des arbres chimiques, acoustique aussi, tout ça c'est passionnant. Au niveau des racines, échange de substances. En fait, les arbres, ils ont aussi une connexion verticale.
C'est pas seulement la connexion avec le soleil, mais c'est la connexion avec les rythmes lunaires. Et pas seulement la lune elle-même, mais la lune dans sa position dans l'arrière-fond astronomique. Et ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, puisque en tant que forestier, j'ai toujours été confronté aux anciens de la foresterie qui disaient, et dans tous les continents, en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout, on faisait attention à la position de la lune pour certaines opérations forestières, mais aussi agricoles. Et là, j'avais tous les outils pour travailler là-dessus scientifiquement. Les hypothèses de travail, c'était est-ce que c'est un phénomène réel ou est-ce que c'est une illusion? Mon idée était quand même que ça ne pouvait pas être une illusion si ça se pratique partout. Autrefois, on faisait attention beaucoup plus qu'aujourd'hui. On n'avait pas le droit de louper une culture. Et finalement, on a des recherches magnifiques, des résultats magnifiques qui sont sortis au niveau de la germination des essences forestières, au niveau des propriétés des bois en fonction de la date d'abattage des arbres. Une espèce de signature lunaire sur les propriétés des bois. Quelque chose d'absolument incroyable pour un physicien du bois, c'est ma discipline. Eh bien non, la Lune joue un rôle, les propriétés des matériaux organiques, en particulier le bois, changent cycliquement en fonction de ces rythmes. Le soleil joue aussi un rôle, parfois plus fort, parfois moins fort. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous agrandit en tant qu'être humain et ça nous fait prendre conscience que nous-mêmes, nous sommes aussi connectés verticalement. On a aussi des rythmes lunaires. Les femmes le savent encore beaucoup mieux que les hommes, mais tout le monde a ça dans la physiologie du sommeil, par exemple. Et brusquement, on prend une dimension incroyable. On est lié au cosmos grâce aux arbres. Et qu'aimeriez-vous savoir que vous ne savez pas encore? Les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse au sujet des arbres, aujourd'hui, de leur fonctionnement. Allez, une ou deux questions. Non, très sincèrement, je crois qu'on sait très peu de choses sur les arbres. Voilà. Même les plus communs, les plus habituels, les plus familiers, nous les connaissons très très mal. Je vais rebondir sur une des phrases de Ernst. Des arbres qui aiment bien être ensemble, donc on a intérêt à le savoir et à les rapprocher, et puis des arbres qui se supportent pas. Ça, c'est totalement à découvrir. Hein. C'est l'agroforesterie du futur qui va être basée sur ces choses-là. Eh bien, tout reste à découvrir. On connaît des unions qui marchent bien, d'autres qui ne vont pas du tout, mais on n'en est pas à l'expliquer. On constate, c'est tout. Ernst, quelles seraient-vous les questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses? Je suis presque à Noël, là. Je peux ouvrir un cadeau de poser une question qui... Par exemple, le fait qu'on est en train de vivre un nouveau paradigme de l'eau. On est en train de comprendre l'eau autrement que jusqu'alors. C'est les travaux de Gerald Pollack, Jacques Benveniste, naturellement. La France est très bien placée dans ce domaine. Luc Montagnier. Un nouveau paradigme de l'eau qui fait casser tous les cadres. L'eau est une substance incroyablement subtile, complexe, structurée. On a identifié un quatrième état de l'eau entre le liquide et le solide, des cristaux liquides qui se forment dans les organismes. L'eau de nos corps est différente que l'eau du robinet, c'est pas la même eau. Elle a d'autres propriétés. Et donc, dans les arbres, c'est aussi cette eau-là. C'est une eau en phase 4, en phase semi-liquide, semi-solide. C'est pour ça, probablement, l'arbre arrive à la faire monter à des distances pareilles. Et c'est grâce à ça que l'eau ne gèle pas lorsqu'il fait moins 40 degrés. Eh bien, cette eau, on est en train de se rendre compte qu'elle est capable d'emmagasiner des messages, des informations, des signaux. Et ma question, c'est, puisque les arbres ont poussé pendant des centaines et des milliers d'années parfois, à l'intérieur de leur tronc, ils ont de l'eau fossile. L'aubier, c'est là où l'eau circule pour alimenter la couronne, mais dès que l'aubier, la partie périphérique, se transforme en bois parfait, à l'intérieur, le chêne, c'est ce beau bois bien brun, plein de tanins. Là, vous avez la paroi cellulaire qui a perdu son contenu d'eau, mais la paroi reste imprégnée d'eau, reste saturée en eau, et ça, c'est de l'eau fossile, très ancienne. Chaque année a son eau de son année.
Et ma question maintenant, mais cette eau-là, qu'est-ce qu'elle a retenu comme message de l'année en question? C'est comme les glaciers. On arrive avec le carotage des glaciers à sortir des informations fabuleuses. Qu'est-ce qu'on arrivera à sortir des informations des cernes anciens des arbres? Voilà, je me réjouis de voir ce que ça donne. Merci pour ce partage. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant des forêts, parce qu'on parle des arbres, mais il est important aussi d'entrer aussi dans cet organisme plus général qu'est la forêt. Alors, comment fonctionne une forêt? Comment est-ce qu'on différencie des forêts? Parce que toutes ne se ressemblent pas. On parle bien de forêts primaires, secondaires. Vous avez fait des tribunes cet été, Francis, pour dire qu'il fallait faire attention aussi à distinguer les forêts des plantations en monoculture. Ici, dans la région, on a beaucoup de culture de pin. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pour vous ce qu'est une forêt? J'ai rien contre les plantations. Attention, c'est très important. Nous en aurons toujours besoin et c'est une manière rapide de produire du bon bois, donc il n'est pas question de laisser tomber ça. Par contre, ce que je tolère pas, c'est qu'on essaye de nous faire prendre ça pour des forêts. Voilà. Les pins des Landes, excusez-moi, c'est une plantation, c'est pas une forêt, ça a été planté. L'être humain a planté 1 million d'hectares de pins maritimes. Bon. Alors, il y a très peu de biodiversité, puisqu'il y a, je parle pas des exemples à 16 espèces comme tu mentionnais, mais généralement, enfin en France, ce qu'on voit, c'est des monocultures d'une espèce. Très peu de biodiversité, puisqu'il y a très peu de parasites et d'herbivores qui vont avoir affaire à ça. Et comme il y a très peu de ces animaux-là, il y aura très peu de carnivores. Donc, c'est pas étonnant que dans un sous-bois de plantation, il n'y ait pas de bruit. C'est assez triste, tout le monde a pu le remarquer, ça. Et puis alors, comme ils sont plantés tous en même temps, ils vont être exploitables tous en même temps. Ça mène forcément à ces coupes à blanc qui répugnent tout le monde. Alors là, je vois que là quand le public rouspète, s'exprime contre ces coupes à blanc, je vois que les coupeurs de bois, ils sont obligés d'en tenir compte. Voilà. Bon, alors maintenant, les différents types forestiers, c'est quand vous voulez. Ah bah, allez-y, on peut enchaîner. J'y vais? Oui. Alors, moi, je travaille sur les forêts tropicales. Et donc, régulièrement, il m'arrive de partir dans les tropiques. Mes voisins me disent, mais pourquoi tu vas si loin des forêts? On en a ici. Ah, je leur dis non, désolé, c'est pas du tout pareil. Je vais essayer de résumer les différences. Ça commence par des contraintes. Quand on est en Europe, les forêts que nous avons ici, elles vivent chaque année une mauvaise période qui est l'hiver. L'été est parfois douloureux avec des feux, mais l'hiver est sans doute plus généralisé avec le froid, le vent, les journées courtes et sombres, etc. Et le gel, le poids de la neige sur les branches. Bon, vous remarquez qu'il n'y a rien de vivant dans tout ça. C'est des contraintes physiques. Et les contraintes physiques, elles ont une particularité, c'est que la plante peut s'y adapter, mais ça ne les diminue pas. Voilà, elles restent toujours de même niveau. Et si ces contraintes physiques augmentent, la biodiversité diminue. S'il fait de plus en plus froid, ben, il y aura de moins en moins d'espèces d'arbres. Bon. Dans les tropiques, c'est pas ça du tout, parce que il n'y a pas d'hiver, donc il n'y a pas ces contraintes physiques. Les contraintes sont biologiques, c'est d'énormes contraintes. Mais on a mis longtemps à les comprendre. Bah, c'est le parasitisme, la symbiose, la compétition, le commensalisme, la coévolution, etc. Il y en a des quantités. Des contraintes biologiques qui sont celles que les êtres vivants exercent les uns sur les autres. Une chose remarquable avec ces contraintes biologiques, c'est que si l'être vivant s'y adapte, ça diminue la contrainte. Et une autre chose très étonnante, c'est que si ces contraintes biologiques augmentent, la biodiversité augmente. C'est pour ça qu'il y a tant d'espèces dans les régions tropicales. Donc ça fait un panorama complètement différent. Juste pour les contraintes. On pense aussi, c'est une idée reçue qu'il faut abandonner, on pense que les arbres tropicaux sont les plus grands. Alors, c'est pas entièrement faux. C'est vrai que si on compare les arbres qu'on a ici
avec les arbres du Gabon ou du Vietnam, c'est effectivement. Mais je voudrais rappeler que les plus grands arbres du monde, ils sont pas tropicaux. Ils sont dans le sud australien, donc un climat qui est pas très différent de celui qu'on a en Méditerranée. Et ils sont également en Californie avec les séquoias, mais ça non plus c'est pas tropical. Et c'est assez proche de ce qu'on a ici. Bon, donc c'est une fausse idée qu'il va falloir abandonner. Et entre forêt primaire et forêt secondaire, je sais que dans un de vos livres, vous avez mis cette citation. Je suis en plein là-dedans. Alors là, il va falloir m'arrêter. Hein. Non, juste, mais j'ai cette petite citation que j'aime bien, que vous avez mise dans le bouquin de James Balog, qui dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout ». Voilà. C'est clair, non? Oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut revenir sur Je suis pas du tout d'accord pour que, en Europe, nous n'ayons plus que des forêts secondaires. Nous avons encore une forêt primaire en Europe qui se situe à la frontière de Biélorussie et de la Pologne. C'est un endroit qui est pas très fréquentable en ce moment. Mais malheureusement, le gouvernement polonais, le gouvernement d'Andrzej Duda, ils n'ont pas de sensibilité écologique. Ils considèrent cette forêt primaire européenne comme une gigantesque source de bois de chêne énormes. Et donc l'exploitation est programmée. Je me demande même si elle n'est pas déjà commencée. Ah, si elle est détruite, cette forêt de Biélowieża, pour moi c'est un souvenir inoubliable, un souvenir de grande beauté. Si elle est détruite, nous n'aurons plus dans toute l'Europe que des forêts secondaires, c'est-à-dire des forêts déstructurées. La canopée est pleine de trous puisqu'on a abattu les grands arbres. Quant à la faune, eh bien, elle est terriblement diminuée par la chasse. Les grands animaux ont disparu, il ne reste plus que des petites choses. Voilà, donc j'ai une autre comparaison qui peut vous intéresser. Allez-y. La forêt primaire est à la forêt secondaire ce qu'un grand champagne millésimé, servi frappé dans une haute coupe de cristal, est à un coca tiède dans un gobelet en carton. C'est encore plus parlant. J'aimerais justement qu'on parle peut-être de beauté maintenant aussi, parce que ça fait partie des sujets qu'on voulait aborder ce soir. Vous expliquiez, Francis, mais je pense que vous partagez ce constat aussi, Ernst, que quand vous étiez en train d'étudier la botanique plus jeune, vos professeurs vous disaient de ne pas considérer la beauté comme quelque chose d'important. Il fallait mettre cela de côté, de ne pas le prendre en considération dans vos travaux, dans vos études. Et vous militez justement pour réhabiliter la beauté. Et j'aimerais un peu vous entendre. Je trouve intolérable qu'à l'université on nous ait enseigné ça. Il fallait pas tenir compte de la beauté, que c'était une manière de se tromper dans son jugement, et que c'était bon pour des débutants, des enfants, des poètes, des marginaux, mais pas pour des scientifiques. Mais d'où ça sort, ça? C'est incroyable. Alors d'abord, ils nous privent de très grande joie, de très grand bonheur, puisqu'on était priés de pas trouver les choses belles. Et puis, ils nous privaient surtout d'un véritable outil de compréhension de l'évolution, parce que, bon, c'est un peu compliqué la beauté, elle n'est pas objective. Je peux trouver quelque chose de beau, vous le trouvez moche, eh bien, je peux pas vous convaincre, n'est-ce pas? Et puis, c'est pas mesurable. C'est pour ça que les scientifiques n'en tiennent pas compte. Mais il va falloir s'habituer à ce genre de choses. La beauté, pour moi, ça traduit une évolution qui a bien fait son travail. Voilà. Et donc, c'est très important. Ernst, de votre côté, comment l'arbre et la forêt vous apportent justement profusion et beauté? Oui, ça c'est un vécu assez difficile à exprimer avec des mots. C'est être mis en face d'un arbre, cet arbre équilibré, même si c'est en région tempérée comme chez nous, le soleil n'est jamais vraiment au zénith, il est toujours quelque part avec un certain angle. Eh bien, l'arbre, il est équilibré. Tous les côtés de la couronne ont la même dimension. Donc, les feuilles de l'autre côté du soleil à l'ombre sont aussi capables de faire leur travail, mais ont une autre capacité que celles qui sont directement là, des feuilles d'ombre, des feuilles de soleil, de lumière. Et je pense que c'est encore beaucoup plus subtil que ça. Il y a des feuilles de l'Est et des feuilles de l'Ouest sont probablement différentes. Et cette magnifique couronne qui est équilibrée, ça c'est un premier, presque un choc émotionnel, pourrait-on dire, si on s'arrête une fois.
Ce qui est bien avec les arbres, c'est qu'ils nous apprennent à nous arrêter. Nous arrêter à tel point que c'est l'arbre qui commence à être mobile. Ça, c'est le moment où on est vraiment bien arrêté. On se couche sous un arbre, on regarde dans l'arbre, et puis on commence à regarder bouger les branches. Là, il se passe quelque chose aussi d'assez inhabituel, d'assez rare, d'assez facile à expérimenter. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est différent pour chacun, je pense. Et pour revenir sur la notion de beauté, pour moi, c'est aussi l'esthétique. Mon cœur de métier, c'était l'anatomie du bois, la microscopie électronique, tout ça. Vous entrez là-dedans, c'est comme si vous entriez dans un monde magnifique, parfait. C'est de l'architecture organique, la plus perfectionnée, la plus aboutie. Tout est beau, en fait. On est comme dans des cathédrales de beauté lorsqu'on fait de l'anatomie, lorsqu'on pénètre dans ces structures. Et en plus, c'est fonctionnel. Il n'y a rien qui est au hasard. Tout est beau et juste. Et ce qui est intéressant, lorsque je reviens aux dimensions visibles directement, à la morphologie des arbres, malheureusement, et c'est très bien de souligner à quel point c'est important de regarder les formes, ce qui est visible, ce qui est à l'échelle humaine, pas seulement au niveau de la génomique, etc., ou bien alors de l'astronomique, mais l'échelle humaine, l'arbre à l'échelle humaine. Et là, vous avez des structures absolument bouleversantes. C'est par exemple un simple cône de pin. Il y a le secret de l'univers dans un cône de pin, j'aime dire. Dans le cône de pin, vous avez des spirales, multiples séries de spirales orientées vers la gauche, vers la droite. On appelle ça la phyllotaxie, c'est-à-dire l'ordonnance des feuilles ou bien des écailles autour de l'axe de l'arbre ou bien du cône. Et ces spirales ne sont pas au hasard, encore une fois. C'est des spirales qui sont asymétriques, étonnant. Et cette asymétrie est telle que vous avez un système de 13 spirales dans un sens et 8 dans l'autre, ou bien dans une autre essence. 5 spirales dans un sens et 3 dans l'autre, le séquoia par exemple. Certains pins, c'est 13 et 8, 21 et 13, etc. Et qu'est-ce que ça a à faire, ces chiffres? C'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent à travers toutes les espèces, même les feuillus qui ensuite ont subi des métamorphoses. Alors là, c'est un phénomène supplémentaire qui vient encore nous titiller la soif de comprendre. C'est mathématique, c'est la célèbre série de Fibonacci, où le rapport de deux nombres successifs, 8 divisé par 5 ou 13 divisé par 8, se rapproche de plus en plus du nombre d'or. Et ce nombre d'or, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est quelque chose qui appartient au domaine de l'organique. La proportion du corps humain est gérée par le nombre d'or. L'ADN a des proportions selon le nombre d'or. Donc ça traverse tous les niveaux de structure de l'organique. Et si on regarde un peu plus loin, c'est la proportion des dimensions de la Lune et de la Terre sont dans le nombre d'or. Et les périodicités des planètes autour du Soleil sont aussi, selon, très proches de la série de Fibonacci. Et la plus intéressante le plus intéressant des couples au niveau de notre système solaire, c'est la Terre et Vénus, c'est masculin et féminin. Et lorsqu'on regarde la danse de la Terre avec Vénus autour du Soleil, c'est comme un couple qui danse, et des fois il y a le Soleil entre deux, ça forme une étoile à 5 branches, qui est en fait, lorsque vous coupez une pomme en deux, en travers, vous obtenez cette étoile à 5 branches, vous pouvez le faire avec une cabosse de cacao, ou bien avec une orange, vous avez toujours ce nombre 5 en étoile à 5 branches. Eh bien, c'est la Terre et Vénus, c'est le cône, c'est le corps humain. Donc là, on est dans une famille mathématique et c'est de la beauté à l'état pur. Et donc cette beauté, comment est-ce qu'on peut la replacer au centre de nos vies avec les arbres, concrètement, au quotidien? On parle ce soir de replanter 1 million d'arbres. Il y a la semaine de l'arbre qui se lance là dans la métropole. Ça fait partie de ce que vous avez promis pendant toute votre carrière. Voilà, comment on fait? On plante, mais après comment on s'en occupe bien? Je ne voudrais pas être discourtois, monsieur le maire, mais planter, c'est facile. D'ailleurs, ça intéresse les médias, ils sont tous là, bon, ça va. La difficulté, c'est ensuite.
Et là, ça n'intéresse absolument plus personne. On a eu ça dans l'Hérault, là où j'habite, des sommes gigantesques, des sommes publiques, jetées en l'air, puisque on a planté des quantités d'arbres, et comme on s'en est pas occupé après, eh ben, ils sont morts. Et dans le monde entier, on voit ça. Je voudrais donner quelques idées qui peuvent peut-être être utiles. Entre un arbre qu'on sème et un arbre qu'on plante, le vainqueur, ça sera celui qu'on sème. Alors évidemment, c'est pas très bien pour le public, parce que si on sème des arbres, les gens ils voient rien. C'est vrai, c'est pas très vendeur, mais pourtant ça marche, c'est ça qui marche le mieux. J'ai ramené d'Extrême-Orient une technique très simple qui permet de faire pousser les arbres plus vite. Je vous l'explique, c'est d'une simplicité absolue. Au lieu de semer une graine, vous en semez 4 en faisant un carré qui est la surface d'un Kleenex, par exemple. La même espèce, bien sûr, 4 fois la même graine. Alors, ça pousse en même temps, puisqu'ils ont été semés en même temps. Au bout d'1 an ou 2, ça fait des tiges souples. Vous les rapprochez par le haut et vous les accrochez avec un raffia bien serré. Et si vous faites ça en mai-juin, les 4 tiges vont se souder. De sorte qu'au bout de quelques semaines, vous pouvez couper le raffia, c'est soudé. Et bon, il y a 4 pointes. Il faut en garder qu'une et retirer les 3 autres. Et en faisant ça, vous êtes en train de créer un truc incroyable qui est un arbre à 4 systèmes de racines. Ben, celui-là, il va pousser comme une fusée, je vous garantis. Et je ne peux pas trouver une technique qui coûte moins cher. Voilà. En bonne note. Ernst, quels seraient vos conseils avant que je donne la parole à la salle? Oui, Francis. J'ai pas compris. Non, je parlais à Ernst. Pardon. Excusez-moi. Oui, je viens de sortir un petit livre chez Actes Sud, Planter un arbre. On m'avait invité à écrire un livre là-dessus. J'ai dit, mais ça peut être à la limite dangereux de planter un arbre, toujours le même, des millions, c'est un peu ce qui vient d'être évoqué. Donc le titre est devenu Planter un arbre et créer une forêt. Donc l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui veut pousser dans une certaine région. Allez, regardez la végétation sauvage, qu'est-ce qui pousse spontanément. Et ici, on peut recréer une forêt en s'inspirant de ce que la nature nous montre déjà. Ce qu'il a perdu ailleurs, on peut le reconstituer et ça va très vite. Et dans ce livre, je montre comment est-ce qu'on peut partir de la graine, effectivement, et créer un jeune plant type plante pépinière. Et ensuite, il y a la transplantation. L'avantage d'avoir des jeunes plants déjà d'une certaine taille, c'est que on peut faire attention qu'ils aient vraiment un bon système racinaire par rapport au système aérien. Il faut vraiment que le rapport soit très très fort du côté des racines, parce que la vitalité d'un arbre, c'est vraiment la force de son système racinaire. Si c'est des arbres qui sont des matu-vus, mais ils ont presque rien sous terre, ils vont être jolis à voir au début, mais ils vont pas tenir le coup, parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas les réserves suffisantes. Donc, ça c'est important. Le mélange, l'attitude aussi, et là je suggère, ça se destine aussi à la jeunesse, ce livre, c'est que planter un arbre, c'est un peu comme plus tard, ou bien certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous ont aussi expérimenté, c'est d'avoir un enfant. C'est qu'au début, il a besoin de nos soins, et à un moment donné, c'est lui qui va prendre soin de nous. Il y a une responsabilité de planter un arbre. C'est pas simplement le mettre en place et puis l'oublier. Si cet arbre ne réussit pas à prendre pied et à pousser correctement, c'est à la fois pas très glorieux pour nous, mais c'est peut-être pas très bien de créer des situations de stress, même si c'est végétal. La nature aime que les choses réussissent. Puis elle fait les choses dans la profusion. Et donc, là, c'est intéressant d'avoir des plants vigoureux, de mettre le mélange. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le système qu'un Japonais célèbre a mis en place sur la base de l'observation aussi, sur la base de la profusion naturelle. C'est Akiro Miyawaki qui plante des forêts en mélange très serré, comme dans les systèmes naturels, en observant ce qui pousse.
pour le rendre possible ici. Et ça me permet de revenir un tout petit peu en arrière sur ces grands boisements artificiels qui sont en fait en souffrance. Mais de la vraie, là c'est vraiment pas une image poétique. Vous prenez une forêt naturelle, les arbres sont en cohabitation, ils sont en partenariat, ils sont en complémentarité, les chimies des uns aident celles des autres, les feuilles se décomposent différemment. Tout ça fonctionne depuis des millions d'années d'une manière optimale, c'est selon des profils forestiers particuliers. Et maintenant, on met en place ces peuplements artificiels. On a remplacé un système de cohésion sociale, d'entraide, de synergie, de synergie par un système réduit à de la concurrence pure. Puisque tous les arbres ont la même dimension, le même âge, les racines au même moment, ont besoin de la même eau et des mêmes sels minéraux, puisque c'est la même espèce, ils sont en concurrence acharnée dès le début. Et puisqu'ils veulent tous la même chose au même endroit, non seulement c'est la catastrophe, il n'y a plus de forêt lorsqu'on les coupe, mais pendant toute leur vie, ils sont en fait carencés par programme. C'est pas possible qu'ils aient tous les substances nécessaires, puisque dans la nature, ils sont mélangés à d'autres. Donc cette concurrence absolue amène cette pauvreté du peuplement, et même les bois n'ont pas les qualités qu'une forêt naturelle donnera. On n'a jamais du bois de résonance dans une plantation, jamais. Les gens qui fabriquent des violons vont dans des forêts sauvages et rechercher des arbres très particuliers. Voilà, ça c'est pour revenir à la manière de planter des arbres. Essayer de comprendre la nature et l'imiter. Et là aussi, avoir des systèmes naturels, aller trouver les arbres. Maintenant, là c'est un peu en marge de ce qu'on sait scientifiquement, mais un Californien a fait des recherches magnifiques là-dessus. Il a mis des électrodes sur les arbres et s'est rendu compte que c'est des êtres extrêmement sensibles, Clive Baxter. Et ils se rendent compte de la présence de certains êtres, même de l'attitude, de la volonté de nuire ou de faire du bien, est déjà perçue avant que l'acte n'ait lieu. C'est assez paradoxal, mais on commence à avoir des arguments pour ça, et des données aussi. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que ça amène lorsque l'être humain va trouver sa forêt dans une attitude de bienveillance, les arbres qu'il a plantés? Est-ce que c'est égal pour les arbres par rapport à un qui vient avec une tronçonneuse ou bien avec une volonté de nuire? On en sait, là, ça serait une question que j'aimerais bien étudier un peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe dans ces binômes être humain et forêt? Et autrefois, dans toutes les cultures, on avait des arbres auxquels on ne touchait vraiment jamais. Il y avait un tabou, les arbres sacrés, les petites forêts sacrées des villages africains. Qu'est-ce qui se passe entre la communauté et cette forêt sacrée? Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'on continue d'y vivre après la mort? Tout ça, c'est des questions magnifiques pour la psychanalyse, pour la psychologie, pour la physiologie, etc. Je vous remercie, messieurs. Je vais arrêter cet échange ici pour vous donner la parole, que vous puissiez à votre tour poser vos questions. Sylvie, je voudrais faire une espèce de déclaration à caractère un peu politique. Ah, allez-y. Je suis très gêné de voir que la forêt dans notre pays dépend de l'agriculture, dépend du ministère de l'Agriculture. Et d'ailleurs, c'est pareil au niveau mondial. L'autorité suprême en matière de forêt, c'est la FAO, Food and Agriculture Organization. Donc, au niveau mondial, c'est l'agriculture qui dirige tout ça. Qu'est-ce qu'elle devrait diriger, à mon avis? Les plantations, parce que ça, c'est véritablement de l'agriculture. Mais une forêt naturelle, j'ai l'impression désagréable qu'il y a une idée derrière la tête et que ces forêts, on les considère comme des réserves de terrain pour l'avenir. Si jamais on veut agrandir les surfaces cultivables, on n'a qu'à couper les arbres. Où est-ce qu'elle serait bien placée, la forêt? À mon avis, dans le ministère de l'écologie. Voilà, là, elle serait beaucoup mieux à sa place. Merci pour ce petit message, Francis. Merci à tous les deux. Je crois qu'on a au moins un micro qui circule. Je pense que la lumière va s'allumer un petit peu, que vous puissiez lever la main et que je vous donne la parole afin que vous puissiez poser vos questions à Francis, Ali et Ernst Zürcher.
Et peut-être aussi Monsieur Amziani, tout à fait. Vous êtes là. Alors, il y a un monsieur devant qui pose, voilà, qui désire prendre la parole. Après, au fond, je vois pas très bien. Alors, il faut mettre mes lunettes, mais avec le masque. Là aussi. Alors, il y en a une ici aussi. Sinon, vous vous levez, hein, si vraiment je vous vois pas, que ça vous énerve. Vous me le dites. Alors, Bonsoir. Bonsoir. C'est un exposé évidemment très intéressant. J'ai fait ma carrière en entreprise d'espace vert et donc j'ai beaucoup planté. Et ce que vous avez dit, effectivement, sur la vie des arbres, c'est vrai. Trop souvent, l'être humain a un manque de respect pour la nature. Mais là, vous avez parlé de forêts naturelles. Est-ce qu'il en existe en France? Et d'autre part, vu le réchauffement climatique, en fait, notre forêt est très en danger. Parce que les essences qui existent, en prenant le chêne ou ailleurs, quand on va monter en température, il y aura un dessèchement, et comme vous parliez de l'eau, à partir du moment où il n'y aura plus d'eau, les forêts vont mourir. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une étude, des recherches qui se font justement pour se projeter dans 20, 30, 50 ans? Francis, Ernst, qui souhaite répondre? Ouais, je vous laisse répondre. Il y a une idée récente, mais qui n'a pas encore fait suffisamment de progrès dans le milieu des forestiers, à mon avis. C'est que dans un arbre, il y a de très nombreux génomes différents. Les êtres humains, c'est pas comme ça. Moi, j'ai mon génome, vous avez le vôtre. C'est le génome humain dans les deux cas, mais c'est pas le même. Dans les arbres, il y a des centaines de génomes, des milliers, voire des centaines de milliers. Les arbres sont des colonies de génotypes. Voilà. Alors, c'est pas encore totalement compris, mais je pense qu'il y a là une assurance contre le changement climatique. Parce que si le génome actuel n'est plus adapté au nouveau climat, ça tombe très bien, l'arbre, il a déjà la variabilité à l'intérieur de lui-même. Donc nous savons qu'il peut mettre en avant un autre génome mieux adapté au nouveau climat. Je voudrais dire aussi que les arbres vivent tellement longtemps, c'est tellement impressionnant la durée de vie des arbres, que pour eux, le changement climatique, c'est quasiment de la routine. Ils ont vécu ça de nombreuses fois. Pas nous. Donc je m'inquiète beaucoup plus pour l'être humain que pour les arbres dans cette histoire de dérèglement climatique. Voilà. On a un exemple à suivre. Ernst? Oui, concernant la situation actuelle, c'est assez dramatique quand on parle que de dérèglement climatique, réchauffement climatique. En fait, les degrés de climat, de température, on peut, on le calcule, on sait, on pourrait les rattraper. Il suffit de reprendre ce carbone qui entre dans l'atmosphère, de repasser de 400 à 300 parts par million, grâce aux arbres, grâce aux plantes, suffisamment, grâce à une manière de gérer les pâturages en particulier aussi. Mais ce qui est beaucoup plus grave et qui a lieu en ce moment, c'est l'urgence, c'est le problème écologique. On a une urgence climatique, mais une urgence écologique. La disparition des espèces, c'est quelque chose d'absolument définitif. Une augmentation de température, on ne sait pas si le soleil va rechanger dans ses cycles et de lui-même faire redescendre les températures. C'est éventuellement une perspective. Mais une espèce qui a disparu, c'est pour toujours. Et là, c'est dans nos mains. C'est vraiment ça qui est urgent. Et maintenant, pour revenir à la solution pour les deux problèmes, c'est de comprendre ce que j'ai dit avant, cette enveloppe de protection de la Terre, c'est pas quelque chose qui vient là pour faire joli, c'est quelque chose d'essentiel. Et les forêts, est-ce qu'elles vont souffrir de ne plus avoir assez d'eau? C'est le contraire qu'il faut comprendre. Lorsque vous avez à un endroit donné des précipitations qui ont qui offrent une certaine quantité d'eau. Ici, c'est peut-être 1 mètre de précipitations par année. Eh bien, les forêts vont prendre ces précipitations, et on est en train de développer un terme, un concept, c'est la sylvosphère. La forêt protège son intérieur grâce à la sphère de sa canopée et de ses lisières pour que l'intérieur ne soit pas exposé directement au soleil. Jamais la nature ne montre 1 mètre carré de terre nue. On survole les forêts, c'est toujours protégé, on ne voit que la canopée. Chez nous aussi, si c'est une forêt bien gérée.
Eh bien, la forêt, elle protège son intérieur, et le plus précieux de son intérieur, c'est comme le cytoplasme d'une cellule, c'est le liquide, c'est l'eau de ces sols. Et les calculs, les mesures montrent quelque chose d'intéressant, c'est que pour 100% de précipitation, la forêt n'utilise pour elle-même, pour faire cette explosion de croissance végétale absolument incroyable, elle n'utilise que la moitié ou les 2/3 des précipitations reçues. Elle fait des choses fabuleuses, la biodiversité, et le reste est dans les sols, stocké dans les sols, percole dans la nappe phréatique, alimente les sources, alimente les rivières, et ces rivières coulent toute l'année grâce à cette eau stockée dans les forêts. Donc le problème, c'est pas est-ce qu'il y aura pas assez d'eau pour les forêts, c'est l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas assez de forêts pour avoir suffisamment d'eau qu'il faut se poser. Et maintenant, on est en train de changer la compréhension des choses. Et l'image est très simple. Sous les tropiques, on a quelques degrés de plus, mais c'est pas impossible d'y vivre. Il y a même la plus grande biodiversité du monde, parce qu'il y a les forêts. Donc la réponse ici, c'est ce que vous êtes en train d'initier, c'est mettons des forêts dans nos déserts agricoles, 10% de la surface, reconstruisons la structure, refaisons une sylvosphère, redonnons une lisière forestière à nos plantations artificielles pour protéger leur eau de manière efficace, et ça va faire du climat, ça va faire de l'évapotranspiration, ça va de nouveau créer des nuages, et même s'il fait plus chaud, ça sera un peu plus tropical, mais pas forcément plus sec, si on met suffisamment de forêts. Et ça, c'est le challenge, c'est le défi, c'est de combien de forêts avons-nous besoin vraiment, si on veut tenir le coup à travers ce qui s'annonce. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y avait... Oui. Voilà, vous avez levé la main ici. Ah. Et oui. Là, au fond aussi. Et je ne sais pas qui parle. Oui, c'est moi qui parlais. Vous êtes qui? Je suis, vous savez, je suis africain et un noir dans le noir devient l'homme de lui-même. Je suis à votre gauche. Je suis Oui. désolée, je ne vois rien. J'ai les spots dans la Oui. figure. Alors, en fait, je suis venu, en tout cas, je vous remercie de... Est-ce que vous pourriez vous mettre debout? Ça serait Oui, je vais me mettre debout. Voilà. Vous me voyez là? Toujours pas. J'ai pas une habit voilà, c'est blanc, bon. mais... Voilà. Merci pour la lumière. Alors, je vous remercie de cette parole déposée ce soir, qui nous apprend beaucoup. Cependant, en fait, je suis venu pour que vous m'expliquiez c'est quoi l'arbre. Je n'ai jamais vu un arbre, je ne sais même pas ce que c'est qu'un arbre. Lorsque j'étais enfant, donc là-bas au Congo, je crois que certains, il est au Gabon, doit savoir cette réalité. Au Congo, quand j'étais enfant, quand on allait en forêt et qu'il fallait couper un arbre parce qu'on avait besoin, soit pour construire ou pour toute autre raison, il fallait parler à l'arbre, demander la permission à ceux qui sont aux cieux, aux ancêtres, pour abattre cet arbre-là. Bon, plus tard, on a dit non, c'est l'animisme. Dieu est arrivé, on a dit non, il ne faudrait plus parler aux arbres, ça, c'est les animistes qui font ça. Bon, vous avez remarqué que en Afrique, pour ceux qui sont allés, lorsqu'il y a quelque chose à dire, quelque chose qui nécessite l'écoute, les gens s'entourent autour d'un arbre. Pendant longtemps, j'ai cru que comme il fait chaud, c'est pour ça que, même en saison sèche, c'est-à-dire qu'à une période qui c'est pas l'hiver, mais qui fait frais, il faut qu'ils aillent toujours autour de l'arbre. J'ai posé la question, elle dit non, mais parce que cet arbre-là est le possesseur, le dépositaire de l'histoire qu'on va parler. Nous, on n'arrivera peut-être pas à atteindre les ancêtres, mais lui saura garder la part de la mémoire. Voilà pourquoi on reste en cercle autour de l'arbre. Bon, oui, très bien. Plus tard, j'ai fait des études ici à Bordeaux, et puis il est arrivé un moment où j'étais un peu dans la dénivellation existentielle. Je me suis dit, je vais repartir au Congo, me faire initier. Et l'initiation, vous l'avez dit tout à l'heure, se fait dans des bois sacrés, enfin, c'est pas, voilà, dans des lieux bien spécifiques. Et avant d'entamer l'initiation, surtout à partir du deuxième jour,
On parle à l'arbre. Arbre de mon arbre, arbre de ma vie. Ta sève inquiète la lumière a horreur des ruines. Arbre de mon arbre, un arbre brûlé est un arbre brûlé est un arbre sans écorce, un arbre sans écorce, enfin, tout cela, on psalmodie toutes ces paroles autour de l'arbre. Je dis, mais pourquoi on doit parler à l'arbre? Non, parce que le plus proche compagnon de l'humain, c'est l'arbre. Et en le parlant ici, parce qu'il ne nous donnera pas de réponse, mais c'est le meilleur ami de l'homme, il nous nourrit par ses fruits, il nous protège par son ombre, voilà, vous avez dit tout à l'heure, le gaz carbonique, l'oxygène, etc. Ah oui, oui, très bien. Je reviens à Bordeaux, mais je vais questionner les poètes. J'aime bien discuter avec les poètes. Et ils m'ont dit non, vous savez, le poète n'est pas un homme de concept, le poète n'est pas un homme de paradigme, le poète chante. On ne sait pas ce que c'est qu'un arbre, mais tout ce qu'on sait, c'est que là où j'ai mis l'arbre, périra l'homme. Ah, très bien, là où j'ai mis l'arbre, va périr l'homme. Là-bas, c'est la bonté que j'ai appris. Ce soir, vous me parlez de la beauté de l'arbre, voilà tout ce que vous avez dit. Et avant ça, j'ai été dans les Landes, j'ai dit c'est quoi un arbre? Quand j'ai vu ça, la réponse qu'on m'a donnée, je pense que tout le monde la connaît ici, c'est pour devenir riche. Alors, c'est quoi finalement un arbre? Ça, je vous pose la question. Est-ce que l'homme aujourd'hui sait ce qu'est un arbre? Ou c'est un univers tout entier qui nous échappe à ce jour? Voilà pourquoi peut-être que les rapports que nous avons avec lui ne sont pas toujours évidents. Merci. Merci à vous. Je crois que cette question de la définition est compliquée. C'est plus terre à terre, moi, ce que je vais dire. J'ai cherché pendant longtemps une définition de l'arbre. J'en ai écrit beaucoup. Et à chaque fois que j'écrivais une définition, je tombais sur des exemples qui ne tenaient absolument pas dans ma définition. La dernière fois, j'ai fait un texte comme ça pour définir l'arbre, et puis j'ai été invité en Afrique du Sud, et à Pretoria, on m'a montré des arbres souterrains. Voilà, ils sortaient seulement les feuilles et les fleurs. Ça rentrait pas dans ma définition. Alors, écoutez, j'ai vraiment laissé tomber. C'est trop compliqué pour moi, voilà. Ernst, vous voulez... J'en ai une tout de même qui est assez bête, mais si vous rentrez dedans en voiture et que la voiture est cassée, c'était un arbre. Oui, l'arbre nous donne vraiment nous pose des questions, nous donne des sujets à réflexion intéressants. Moi-même, je préférerais dire que arrêtons de vouloir définir les choses. C'est ça le problème. On veut définir parce qu'on veut donner une finition aux choses. On veut leur mettre des limites. C'est vraiment, c'est ce que vous retrouvez lorsque vous arrivez en Occident après être redescendu un peu aux origines, là où des cultures anciennes ne voulaient pas définir. Elles fonctionnaient autrement avec le vivant, communiquaient beaucoup plus que ne définissaient, ne délimitaient, pour s'approprier. Et concernant l'arbre, il y a quelque chose d'intéressant culturel qu'on a perdu, mais qu'on pourrait essayer de comprendre mieux, c'est que le premier alphabet européen, celtique, l'alphabet Ogham, toutes les lettres étaient attribuées à un arbre. Ou bien l'inverse, l'arbre inspirait chacune des lettres. Et pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi les lettres de la première écriture européenne, mais je soupçonne que dans d'autres langues c'était un peu semblable, étaient-elles associées aux arbres? Pourquoi les arbres jouaient-ils un rôle aussi important? Ça, c'est une question. L'arbre, symbole. Et maintenant, il y a l'arbre intérieur. Si on étudie un peu la manière, la psychologie de Carl Gustav Jung, qui s'est départi de Freud, qui a découvert des principes, qui a aidé à définir la schizophrénie, par exemple, et qui, lui, parle d'une mémoire communautaire, ancestrale, commune à tous les humains,
Et lui parle de la force du symbole. Le symbole est quelque chose que tous nous portons en nous. Et l'arbre est l'un de ces symboles universels. Et lorsqu'on parle d'arbre, peu importe la culture d'où on sort, on a toujours quelque chose à échanger parce qu'on les porte en nous. Pas seulement physiologiquement, on parle de l'arbre des poumons, le système sanguin, avec les deux flux aussi. Eh bien, cette structure intérieure de l'homme, c'est pour ça probablement que dans les anciennes cultures, l'arbre cosmique était au centre, Yggdrasil en Europe du Nord, Scandinavie, Lif chez les Celtes, chez les pré-Celtes éventuellement, on ne sait même plus comment s'appelaient ces peuples. Et tous les peuples racines ont naturellement l'arbre sacré, le Samauma en Amérique centrale, en Amazonie. Vous avez la forêt amazonienne qui forme la canopée, et là, il y a des géants qui en sortent, ici et là. Et ces géants, on n'y touche pas. Ils sont sacrés. Ils nous aident même à nous y retrouver. Lorsqu'on est perdu en forêt, on tape contre les contreforts. Ça résonne comme un tambour incroyable. Et on peut venir vous chercher parce que vous ne savez plus où vous êtes. Et ces arbres-là, c'est des arbres sacrés, on n'y touche pas. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, c'est de nouveau avoir des endroits de sacralité. Il n'y a même pas besoin de mettre le mot de religion là-dessus. C'est le respect. C'est un terme assez universel. Il y a des êtres vivants où on pourrait créer comme un pacte, avoir un respect absolu. Et un de mes projets, c'est de créer, d'initier l'idée que sur chaque hectare, on ait un arbre qu'on met dans cette catégorie-là, qu'on va respecter, et on a un pacte avec lui, on va jamais t'abattre. Et cet arbre va grandir jusqu'à ne plus vouloir plus, et à un moment donné, il va être abattu peut-être par une tempête, et un jeune, près de lui, pourra reprendre cette fonction d'arbre respecté, d'arbre sacré ou d'arbre intangible. Comme une forme de reconnaissance que l'arbre est vraiment important à la survie de l'être humain. Et là, on en aurait toujours en vue des arbres qui nous rappellent cela. Je pense que là, ça serait une nouvelle manière de créer des paysages, même s'il y a des cultures, de l'agroforesterie naturellement, des plantations avec leurs lisières. Et ici, ça sera ponctué d'arbres auxquels on ne va jamais toucher. Oui, on est en train de discuter. Ça vient de commencer le 25 de ce mois. Alors, je vois le temps qui passe et je pense qu'on va prendre deux petites questions et deux petites réponses. Alors, il y a une question ici qui attendait, il y en avait d'autres aussi. Sachez qu'après, il y aura un concert et ensuite une séance de dédicace. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'Ernst et Francis pour leur parler. Alors, je ne sais pas où est le micro, en fait. En revanche, je ne sais pas qui l'a. Mais celui qui l'a pose la question, ou celle qui l'a. Oui. Alors, excusez-moi, j'aurais deux petites questions. Une qui va être éthique et une qui va être mécanique. Je suis arboriste. Ça fait 18 ans que je vis grâce aux arbres et pour les arbres. Donc ça tombe très bien que vous soyez là. La première, qui va être mécanique, j'aimerais que vous nous expliquiez exactement, vu que là on a des personnes qui sont reconnues dans le domaine, ce que produit, ce que l'on voit aujourd'hui dans les jardins de beaucoup de gens ici, un élagage sévère. La déstructurisation du végétal par l'impact de l'homme. Et ensuite, ma question éthique, je pense qu'il va rebondir là-bas, c'est pourquoi dire on replante des arbres alors qu'à côté on en abat? Quel apport a un jeune arbre par rapport à un vieil arbre? Chez moi, on m'a toujours appris un vieil arbre produit beaucoup plus qu'un jeune. Un arbre qui va avoir 200, 300, 400 ans, est-ce qu'il produit la même chose que deux petits qui ont 5 ans? Ça faisait partie des questions que j'avais. Je savais que ça allait sortir aussi, forcément. Je vous laisse répondre. On essaye de répondre de manière un peu condensée. Je vais faire rapidement. Je constate ça chez moi souvent dans la ville où j'habite, Montpellier. On nous dit, bon, on va abattre ce vieil arbre, mais rassurez-vous, on va en mettre 10 jeunes à la place. Triple arnaque. Parce que, arnaque écologique, parce que les petits, ils vont pas faire le travail
de photosynthèse que faisait le grand arbre. Vous savez, c'est une question de surface cumulée de toutes les feuilles recto-verso. Bah, c'est clair que le grand arbre, il dépasse de très loin les 10 jeunes. Arnaque financière, parce que le grand, il ne coûtait rien à personne. Tandis que les jeunes, il va falloir creuser des fosses, mettre de la bonne terre, mettre un arrosage automatique, mettre des poteaux pour l'empêcher de plier quand il y a du vent. Eh bien, donc ça va coûter. Et puis, arnaque sociale aussi, parce que le grand arbre, eh bien, mes grands-parents l'avaient vu et ça servait comme on le voit de loin, ça servait de point de repère dans une ville, ça nous empêchait de nous perdre. Non, faut pas, je dis pas ça parce que je suis vieux, hein, mais faut pas essayer. C'est bien dans l'être humain, mais pas chez les arbres, de remplacer les vieux par des jeunes, non. Bien d'accord. Alors, je vais peut-être sembler sortir entièrement du sujet, mais on y reste quand même. Il faut faire très attention parce que les arbres sont considérés comme des obstacles, les arbres de taille moyenne comme des obstacles moyens, et les arbres de grande taille comme des obstacles majeurs à la propagation de la nouvelle forme de téléphonie mobile et de communication mobile nommée la 5G. Il y a des instructions très précises pour cela. Si vous voulez la 5G, il faut renoncer aux arbres. Absolument. Il y a des instructions qui sont éditées par l'université de Surrey, S-U-R-R-E-Y, mandat du gouvernement britannique, distribué auprès des autorités locales. Comment aménager vos rues pour qu'elles soient 5G compatibles. Il y a une image, par exemple, avec une allée bordée des deux côtés, il y a des voitures en dessous, bordées des deux côtés d'arbres, et entre les arbres, il y a des lampadaires. Et la légende pour cette illustration, c'est que les lampadaires sont des supports idéaux parce qu'il faut fréquemment des relais pour les antennes 5G. Et pour que ça fonctionne, il faudra vraiment enlever ce qui empêche la visibilité d'un lampadaire à l'autre. Donc les arbres. Une autre image, c'est un arrêt de bus avec des arbres. Et on sait tous à quel point c'est précieux d'avoir de l'ombre des arbres en dessous des abribus, parce que c'est en principe vitré. C'est des petites serres où il fait très très chaud s'il n'y a pas d'ombre. Des arbres, et là la légende, c'est un abribus, il est photographié en hiver. En hiver, c'est un obstacle moyen, mais c'est déjà un obstacle, parce que même l'arbre dénudé fait écran à la propagation d'ondes à haute fréquence électromagnétiques. Et la légende finit en disant, mais en été, c'est un obstacle majeur, parce que toute la foliaison est là, toute la trame foliaire est là, et là, c'est de l'eau qui fait vraiment obstacle. Donc, je vais pas plomber l'atmosphère, mais il faut être vigilant. On est tous concernés, et si ça impacte à un tel point les arbres, parce qu'il y a aussi des études qui ont montré qu'ils sont impactés par ces rayonnements, qu'en est-il de nos enfants? Je ne veux pas parler des adultes, on est en train de leur préparer tout ça. Mais qu'en est-il des enfants? Là, c'est mon appel. Merci. Juste, on va prendre une dernière question parce que je vois le temps qui file. Il y en avait devant, je ne sais pas si vous pouvez descendre. Il y en a un petit peu partout. Un jeune homme? Ah. Alors, on parlait des enfants. Peut-être que c'est l'occasion de donner la parole à un jeune garçon. Merci. Oula. Donc c'est une simple petite question à propos d'un arbre en particulier, dont je voulais savoir si les effets étaient réels. Ils appellent ça le mancelinier, c'est au Mexique. Mancelinier. Le mancelinier. Je voulais savoir si les effets que j'ai lus qu'a cet arbre sur nous étaient vrais. Bien sûr. Le mancelinier, c'est pas seulement le Mexique, c'est toutes les côtes
d'Amérique centrale. Voilà. Parce que j'ai entendu dire qu'il était plutôt dangereux. Plutôt? Il était plutôt dangereux. Oui, oui, il est dangereux. D'abord là, il y a un latex blanc qui est extrêmement corrosif, mais sans aller jusque-là, simplement s'étendre sous un mancenillier, on comprend très très vite qu'il faut s'en aller. Ça fait mal à la peau, il y a quelques plantes comme ça, hein, pas seulement en Amérique centrale, il y en a d'autres en Asie, sous lesquelles il faut pas rester, voilà. C'est des arbres qui émettent des molécules volatiles ou des suspensions liquides très dangereuses pour nous, ça existe. Comme quoi certains arbres sont franchement pas sympas. Pas sympa, il suffit de leur foutre la paix, hein. Ils vont pas venir vous chercher. Voilà, c'est tout, c'est tout. Merci encore pour vos questions. Je suis désolée, on peut pas prendre tout. Voilà, j'ai pas le temps. Je dois faire avec la montre. Alors, je vous propose maintenant, voilà, d'écouter la performance musicale qui va vous être proposée ce soir. Comme vous le savez sans doute, hein, quand on se balade en forêt, les arbres ils craquent, ils grincent, ils sifflent, ils produisent des sons. On en a un petit peu parlé ce soir, mais c'est pas ainsi forcément qu'ils communiquent. Il y a des parfums, il y a des éléments chimiques qui leur permettent de lutter contre des prédateurs. Il y a des champignons, on les a évoqués, qui les aident également à parler via les racines. Ils produisent aussi des messages acoustiques. Dans les pollutions sonores, on sait aujourd'hui que ça pèse aussi sur les forêts, sur la végétation. Ils se reconnaissent entre espèces, on en a aussi parlé. Voilà, selon le frottement de la lignine qu'on peut capter avec nos oreilles et qui leur permet d'échanger avec des procédés acoustiques. Et puis, il y a la main de l'homme. Qui, comme le propose ce soir, donc José Lepiez et Patricia Châtelain, arrivent à les sculpter. Vous allez voir derrière moi, on va se pousser, vous allez voir toutes ces sculptures, et à les faire vibrer par la caresse. Alors voilà, je vous propose de savourer cette improvisation sonore. C'est pas le genre de concert ou de musique que l'on a l'habitude d'entendre. Et voilà, ça va être une rencontre avec les arbres à son. Vous avez le droit de savourer ce qui vient d'être dit pendant ces 3 longs quarts d'heure. Voilà, d'entrer un peu dans le silence pour écouter tout ça. Voilà, après la parole des hommes, la voix des arbres. Merci et à tout à l'heure.